la femme en général occupe une place très importante dans notre évolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 km dès 4 heures du matin, lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km, une eau saumâtre, une eau polluée, une eau dangereuse pour sa santé à elle et la santé des enfants, qui doit faire la cuisine pour un homme qui dort, qui va se réveiller plus tard, qui doit nourrir les enfants, les laver, qui doit aller très tôt au champ, travailler avec les hommes, qui doit en plus travailler son petit champ personnel, qui doit, la nuit venue, veiller à tout, ranger, faire entrer le bétail et ceci et cela. Bon, cette femme-là, à 30 ans, à 35 ans, c'est un véritable chiffon. Ce n'est même pas une loque, c'est un chiffon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous avons tous des mères, des épouses ou des sœurs qui ont connu, qui vivent encore ces conditions-là. Et c'est contre tout cela que nous luttons. Nous parlons en connaissance de cause. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe, dont il est convaincu que c'est la juste voie, et la facilité qu'est la domination. Parfois on se surprend à transformer son foyer en une caserne et puis on se retrouve en adjudant de compagnie. C'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres voltaïques le font. De ce fait-là, nous sentons que les femmes voltaïques, très dominées, pour leur libération elles-mêmes, s'interrogent, ne savent même pas comment se libérer. Elles ne savent pas comment le faire. Parce qu'elles se demandent, mais un peu comme l'esclave qui ne veut pas de sa liberté, tellement il a été attaché à son maître, tellement il a été façonné. En Afrique du Sud, j'ai vu, moi, en d'autres temps, en Afrique du Sud, des Noirs s'en prendre à nous Noirs qui étions de passage et qui, entretenus par la compagnie aérienne, avions droit au même traitement que les autres voyageurs. Mais ce sont nos frères africains noirs comme nous qui nous crachaient dessus parce qu'ils ne comprenaient pas comment nous osions nous mesurer aux Blancs. Ce n'était pas parce qu'ils nous soupçonnaient d'être compromis avec les Blancs, non, parce qu'ils estimaient que nous étions d'un orgueil inacceptable. Bien, ils ont été trop longtemps dominés, ces Noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un Noir, ça sert à la même table qu'un Blanc. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme, tu dois porter cet art-là, tu dois porter cette marque sur toi éternellement. Mutilation sexuelle, excision par exemple, explication sociologique, une forme d'explication sociologique qui se tient du reste, est que la femme, ainsi excisée, est soustraite à certains plaisirs. Elle n'arrive pas à éprouver tout le plaisir qu'il faut et donc elle est moins tentable, si vous voulez. Bon, très bien. Mais c'est parce que l'homme, incapable de donner à la femme toute l'affection, tout l'amour qu'il faut pour la maintenir comme sa femme à lui, est obligé de prendre des garde-fous.
Aux paysans, le capitaine demande aussi des sacrifices. En dehors de la culture des champs, ils doivent s'atteler à des travaux en commun qui seront utiles à tous. Ici, l'objectif est la construction d'une retenue d'eau qui améliorera les conditions générales. Les paysans se sont mis à l'œuvre, l'ouvrage est en voie d'achèvement. Là aussi, le capitaine veut faire de ce genre de réalisation la démonstration d'une adhésion populaire à ses choix politiques. Mais pour construire ce barrage, il est nécessaire d'importer le ciment et le fer des pays voisins, dont certains font des difficultés pour l'approvisionnement de la Haute-Volta. Cela nous pose un grave problème de rupture de stock et un approvisionnement irrégulier, ce qui amène à décourager, à démoraliser les populations qui, elles, sont sur les chantiers et ne connaissent pas les circuits internationaux d'importation. Et nous savons que ces ruptures-là, ces perturbations dans l'importation sont dues à des options politiques, à une espèce d'hostilité ou de méfiance vis-à-vis de la révolution voltaïque et à la tentative de l'asphyxier, de l'étouffer par le biais économique. Nous le savons et nous sommes réellement dépendants de l'extérieur pour l'importation de ces matières-là. Il y a un exemple très éloquent que m'avait présenté le directeur de l'Office des barrages. Il s'agit des grillages que vous importez, les fils... Les gabions là, qui sont disposés derrière, ils coûtent 6 fois plus cher s'ils sont importés que s'ils sont tissés par la population. Et nous n'arrivons pas à trouver le fer pour les tisser. Parce qu'à la commande, les gens préfèrent vous vendre le gabion que de vous donner du fer pour que vous le tissez vous-même. Bien sûr. Donc il y a là une façon de nous obliger à acheter un produit fini, mais que nous aurions pu finir ici en complétant la chaîne. C'est aussi un chantage qui s'impose à nous et nous composons avec. C'est vous dire que nos difficultés ne sont pas seulement intérieures, mais elles viennent surtout de l'extérieur. Les populations sont mobilisées, veulent bien nous suivre dans ce que nous faisons, mais à l'étranger, on ne nous comprend pas toujours. D'accord. Bon, donc... Bon, allez, au revoir. Notre pays est un grand importateur de produits finis, de matériaux, etc. Et il y a, comme j'ai eu à vous dire, des pressions pour que nous ne puissions pas importer ce ciment dont nous avons besoin. Aujourd'hui, il y a une grande mobilisation en Volta pour les travaux d'intérêt général et il faut des matériaux. On sait qu'en nous privant de ces matériaux, nous aurons sur les chantiers des masses de travailleurs qui se retourneront nécessairement, naturellement contre nous parce qu'elles nous percevront comme des démagogues. Et on ne permet pas la démagogie. Il y a donc des pressions multiples de ce genre. Nous avons envoyé des missions d'information, des missions de bonne volonté, expliquer aux uns aux autres que notre révolution n'étant dirigée contre aucun peuple, il n'y a pas de raison que l'on s'attaque à nous, que l'on cherche à asphyxier l'économie voltaïque. Et nous serons obligés de considérer comme un acte d'hostilité, finalement un casus belli, des attitudes provocatrices de cette nature-là. Pratiquant une politique exigeant énormément de sacrifices, le capitaine Sankara se sait physiquement menacé. Il voyage en employant des ruses et en ayant une protection rapprochée importante. Peu de gens savent où il se trouve. Il se déplace en secret, il utilise plusieurs résidences. Les troupes chargées de sa sécurité sont constamment changées, car il a parfaitement conscience qu'un prochain coup d'État lui coûterait certainement la vie. Alors il porte toujours sur lui 3 revolvers, un à la ceinture, un à la main, un sous son uniforme. Et les menaces qui pèsent sont réelles. Le 28 mai,